plonge donc désormais dans un tout autre genre de célébration qui sont les fêtes chez Hugo et qui, on va se le dire, sont vraiment moins réjouissantes que nos séminaires mensuels. Alors, mon hypothèse générale, certains d'entre vous la connaissez déjà parce que j'en ai déjà parlé ici, mais je la rappelle pour les oreilles vierges. Il a pour objet l'étude de certaines manifestations festives que donnent à lire 3 romans de Victor Hugo, c'est-à-dire Notre-Dame de Paris, Les Misérables et 93. La fête, lorsqu'elle est envisagée comme rite collectif, prend en charge, selon moi, les différentes tensions au 19e siècle qui escortent l'évolution des statuts, du rôle du citoyen, du devenir historique, des rapports entre le peuple et le pouvoir. La récurrence de certains motifs tend à montrer que la thématisation et l'écriture de la fête chez Hugo sont soumises à 2 lois. Alors, la première consiste, vous la connaissez, en la cohabitation sociale du sublime et du grotesque, et la deuxième repose sur le détournement des ressources scripturales, formelles, rhétoriques du carnavalesque vers un tableau sinistre et funèbre. L'étude sociocritique de ces différentes scènes met en lumière le dialogue que les romans hugoliens entretiennent avec l'imaginaire social de la Révolution française, de la Restauration et du Second Empire, tout particulièrement à l'égard de débats sur la misère, sur le sens du pouvoir et sur la notion de progrès. Alors, ces dernières années, j'ai cherché à comprendre les raisons de cette dysphorie latente ou explicite, mais aussi, et peut-être surtout, à déceler les réserves d'avenir et d'espoir qui, bien que menacées par la société des romans, n'en sont pas non plus entièrement évacuées. Alors, bien sûr, la critique s'est déjà longuement penchée sur le thème du carnaval ou de la fête chez Hugo, mais elle s'est souvent surtout attachée à pointer les raisons pour lesquelles le carnaval avorte. L'un des objectifs de ma thèse était de considérer la fête non pas dans ce qu'elle échoue à accomplir, d'un point de vue intrinsèque à la narration, mais bien plutôt comme un mécanisme romanesque puissant, susceptible d'aider à penser les tensions sociales d'une époque. Alors, comme il n'aurait pas été envisageable de prendre en charge tout le paradigme festif, ni pour ma thèse, ni pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai choisi des romans qui, d'une part, couvraient une bonne partie du siècle, quand même, donc de 1831 à 1873, et surtout, d'autre part, des romans qui comportent des fêtes, qui entretiennent des relations concrètes avec l'histoire. Alors, ces romans inscrivent le festif dans des situations politiques et sociales particulières, mais surtout plurielles, c'est ce qui m'intéresse, et leur ensemble est traversé par la pluralité des régimes, donc aussi bien la féodalité, la monarchie, la révolution que l'empire, pluralité des institutions judiciaires, religieuses, universitaires, matrimoniales, pluralité des classes, aristocratiques, bourgeoises, cléricales, populaires, ouvrières, et bien sûr, pluralité des idéologies, donc libérales, conservatrices, révolutionnaires, capitalistes, impériales, et j'en passe. Alors, le premier chapitre de ma thèse est consacré à Notre-Dame de Paris, qui est un roman qui, vous le savez, s'ouvre sur la fête des fous et se termine sur la destruction de la cathédrale. Les lendemains de fête se présentent aussi comme des pendants parodiques et cruels des violences institutionnelles et individuelles. Alors, réservé à l'étude des Misérables, qui est mon deuxième chapitre, je me suis plutôt intéressée cette fois-ci au badinage amoureux entre Fantine et Tholomyès, lequel badinage est lourd, c'est comme une très mauvaise date Tinder du 19e, et qui s'insère dans une fête galante de mauvais goût qui laisse transparaître, entre autres, l'hypocrisie de la bourgeoisie et la violence faite aux femmes, bien sûr. 93, c'est le 3e roman que j'ai analysé, c'est d'ailleurs le 3e chapitre de cette thèse, et c'est celui dont j'ai le plus parlé ici, en tout cas pour ceux qui m'ont accompagné dans ce projet dans les dernières années. Rapidement, il se caractérise par l'ambivalence des festivités révolutionnaires, cette fois-ci, à l'époque de la Terreur, mais aussi par des célébrations délicates des mœurs de la soldatesque en période de guerre civile. Alors, comme j'ai déjà présenté ici mes recherches sur 93 lors d'un séminaire mensuel, justement, je propose cet après-midi de me pencher plus particulièrement sur Notre-Dame de Paris et Les Misérables avant de vous faire part de mes conclusions plus générales.
Notre-Dame de Paris, alors c'est un raz-de-marée bruyant et gaillard qui afflue dans les rues de Paris. La foule qui est venue pour célébrer en grande pompe la fête des fous traverse la ville dans la licence et dans la joie. Telle est la liesse générale sur laquelle s'ouvre le roman et sur laquelle la critique hugolienne s'est maintes fois penchée pour en analyser le penchant carnavalesque. À titre d'exemple, pour Sophie Dumoulin, le concours de grimaces serait exemplaire des renversements tels que les théorisent Bakhtin et représenterait, je la cite, une très belle scène carnavalesque sous le signe du monde à l'envers. Bien qu'elle relève avec justesse les multiples inversions qui sont à l'œuvre, dans le premier chapitre surtout, et la manière dont elle continue à brosser un portrait joyeux et insolent du peuple parisien, il s'agit, à mon avis, d'une lecture qui est partielle, parce que ça ne prend pas en compte toutes les conséquences mortifères et tragiques, dont, en premier lieu, on va se le dire, la mort de presque tous les personnages positifs à la fin du récit. Alors, non seulement il faudrait éviter d'amalgamer le carnaval et la fête des fous, cette dernière précédant historiquement de toute façon la première, mais il faut aussi veiller à ne pas confondre la manifestation culturelle et historique avec le concept éponyme. Quand même des choses différentes. Alors, déceler des motifs relatifs à la fête, puis une série de renversements, ne sont pas suffisants pour y accoler l'étiquette de scène carnavalesque. Encore faut-il qu'elle parvienne à générer un rire d'où naîtrait un feu de joie annonciateur d'un monde nouveau, vous le savez. De l'autre côté, Maxime Prévost, lui, lit dans Notre-Dame de Paris l'expression dominante d'une cruauté, confinant quelquefois même au sadisme. Pour moi, quelque intéressantes qu'elles soient ces lectures, elles négligent le principe de dualité énergique qui est au cœur de l'écriture hugolienne. En fait, la folie de la fête offre une matrice imaginaire qui allègue sous cap et sous divers détournements de rituels la possibilité d'une autre vie, la possibilité d'une autre société. Donnons à titre d'exemple le personnage du bossu qui connaît, vous le savez, une fin tragique, mais l'expérience humaine, qu'elle soit celle de l'amour ou de la cruauté, transforme moralement et spirituellement Quasimodo. S'il est au départ comparé à une bête sauvage et méchante, il meurt quand même en accédant à une parole construite, intelligible et sensible qui témoigne de son humanité. Je vous rappelle qu'à la toute fin, le texte nous dit « Il dit avec un sanglot qui souleva sa profonde poitrine, « Oh, tout ce que j'ai aimé ». Sans trancher entre un pessimisme convaincu, comme le fait Prévost, ou un franc optimisme, comme Dumoulin, il apparaît important de maintenir cet effet de vacillement et d'accueillir l'ambivalence dont les scènes de fête sont, à mon avis, exemplaires. En somme, s'il y a autonomie du mal, comme le suppose Prévost, ce n'est pas parce que le roman pousse vers une déceptivité, mais bien parce qu'il traite d'une lente évolution historique. À cet effet, je crois qu'il ne faut pas limiter non plus l'analyse du motif festif à ce seul épisode, qui est au début du récit. La fête sur laquelle s'ouvre Notre-Dame de Paris continue de se faire entendre en écho à plusieurs moments dans le récit, à la manière d'une espèce de leitmotiv, le cri populaire de réjouissance « Noël, Noël » retentit à plusieurs endroits comme un rappel récurrent que la société du roman en est une de spectacle et de célébration. Et ces résonances m'ont amené à lire les antithèses structurantes dans deux scènes festives, soit la fête des fous, bien sûr, et les libations du cabaret de la Cour des Miracles, mais à lire aussi les scènes de lendemain de fête, c'est-à-dire le procès de Quasimodo après la fête des fous et l'insurrection finale. Même si dès le début de la narration, le roman s'inscrit dans une tradition culturelle et historique qui renvoie à l'univers du carnaval, ça ne l'empêche pas pourtant de désamorcer tous les motifs qui auraient pu en faire une fresque carnavalesque au sens où l'entend Bakhtin. Ce jour-là, il devait y avoir feu de joie à la grève, plantation de mai à la chapelle de Braque et mystère au palais de justice. Donc, une série de renversements jette de l'ombre sur les réjouissances prévues. Je vous lis la suite. En fait, vous avez la citation ici. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a joie là où on pend
mai en janvier, et mystère là où la justice devrait finalement régler. Alors, l'image du feu, telle qu'elle apparaît chez Rabelais, supposerait une forme de reviviscence, mais le texte joint de manière antithétique le nom grève au nom joie, cette citation-ci. Alors, quant aux métaphores printanières du renouveau et de la fécondité, un peu plus loin, on nous apprend que l'arbre de mai est mal fleuri et qu'il est aux abords du cimetière. Donc, c'est annonciateur d'un réveil qui risque d'être lent et difficile. Les derniers chapitres ne sont guère plus réjouissants puisqu'ils se concluent sur une fin cyclique et mortifère. Je dis cyclique parce que le roman commence comme il se termine, c'est-à-dire sur des noces. Au départ, c'est les noces du dauphin. Et le roman se termine avec les chapitres « Le mariage de Phébus » et « Le mariage de Quasimodo ». Mortifères parce qu'ils empilent les cadavres de Frollo, de Quasimodo, d'Esmeralda, de Louis XI et du capitaine de la garde, dont le mariage est, je cite, sa fin tragique. Il ne meurt pas réellement, mais il semblerait que le mariage, dans son cas, soit une tragédie. Alors, ce retour à la fête nuptiale, doublé d'ombres sinistres, nous ramène à l'antinomie plaisir-violence qui définit les célébrations et la révolte romanesque. Ce mécanisme antithétique est au cœur de l'écriture hugolienne qui multiplie mais lisse les raccords du sublime et du grotesque. Le roman critique aussi bien une gouvernance totalitaire où pullulent les injustices sociales qu'une révolution populaire qui serait vaniteuse, provisoire et impatiente. Dans les deux cas, le texte impute l'échec à l'opportunisme et à la justification absurde de la violence. C'est la citation que vous voyez derrière moi. « Comment faites-vous, dit le roi, pour faire une révolte? » « Ah, répondit Coppenole, ce n'est pas bien difficile, il y a 100 façons. » Coppenole qui se réclame du peuple en s'adressant, au début du texte, il se réclame du peuple, c'est un chaussetier, prouve en s'adressant ici au roi qu'il puise dans la colère populaire pour servir ses intérêts personnels, ce qui ne va pas différer des brigands qui vont piller la cathédrale à des fins individuelles sous prétexte de vouloir sauver Esmeralda. Le roman allègue donc que la fête ratée est sœur de l'insurrection manquée. Cet échec trouve sa cause dans le fait que la cohésion sociale et que la façon de faire société sont très loin d'être satisfaisantes. Mais il n'évacue pas pour autant toutes les réserves d'espoir, puisqu'au moins 2 réconciliations vont transcender l'hécatombe du personnel romanesque, et particulièrement la mort des personnages les plus généreux, comme Quasimodo, et le saccage de la beauté, Esmeralda et la cathédrale. D'abord, il y a les retrouvailles improbables de la recluse avec sa fille, qui vont lui redonner, je cite, une force surhumaine, et qui vont permettre aux 2 femmes de mesurer, même si c'est l'espace d'un moment, la grandeur d'une tendresse inconditionnelle. Deuxièmement, Quasimodo va découvrir en Esmeralda le premier objet d'amour absolu, fusionnel et indulgent. Bien sûr, son suicide peut être lu comme l'impossibilité d'un amour réciproque, mais il s'agit surtout du seul moment, je l'ai dit plus tôt, où il accède enfin à la parole. Alors, tant l'élaboration du personnage de la jeune femme que celle du jeune amoureux monstrueux signalent que le sort réservé aux déclassés est en réalité une ignominie. Dans le dernier paragraphe du roman, si vous l'avez lu, vous l'avez sans doute constaté, le verbe « embrasser » est employé à 3 reprises pour décrire la façon dont le squelette du sonneur est étroitement lié à celui de l'égyptienne. Cette espèce de fusion post-mortem des corps est à l'image de l'union du grotesque et du sublime, ça va de soi, mais elle dépasse la relation intime des 2 personnages. Elle témoigne plus largement de la possibilité du pardon, de la rédemption, de la possibilité humaniste d'un vivre ensemble qui soit décent. Alors, malgré les échecs et les erreurs répétées, Notre-Dame de Paris sème l'idée qu'il existe un espoir de progrès. C'est sûr, la mort de Louis XI, ça marque pas la fin du temps des rois, vous savez, il y en aura d'autres après, mais en installant le roman dans le Moyen-Âge, le roman se déploie sur un horizon historique qui a de la profondeur. La fiction qu'il déroule va dans le sens d'une marche lente, mais progressive, certes difficile, mais constante,
vers 1789, vers 1830 et vers une évolution qui serait toujours plus englobante et plus humaine de la société. Alors ça, c'était grosso modo le premier chapitre de ma thèse. Maintenant, je vous amène vers le deuxième chapitre, qui est celui qui porte sur les misérables. Si vous décidiez, par pure folie, comme je l'ai fait, de traquer tous les termes relatifs aux festivités dans Les Misérables, ben vous seriez peut-être surpris de recueillir que 31 occurrences, un peu fructueux. Donc 31 occurrences pour le mot fête, 14 pour Mardi Gras et 6 pour Carnaval. Mardi Gras et Carnaval sont exclusivement concentrés dans les derniers chapitres. Alors pour un livre de presque 2000 pages, ça fait bien peu. Pourtant, ces cas sont gorgés de sens. L'examen des occurrences du mot fête révèle que les réjouissances sont rarement porteuses d'allégresse, je ne vous surprends pas, ou de bonheur, et qu'elles ne remplissent presque jamais leurs promesses d'espoir et de communion collective. Si elles sont des fêtes religieuses, comme c'est le cas à l'écran, ben elles affichent un esprit et des pratiques ritualistes rigides, comme le montrent les cérémonies des Sœurs du Petit Picpus ou la mise en scène de la bigoterie de Mademoiselle Gillenormand. S'il s'agit de célébrations publiques organisées par la ville, ben là, elles vont dissonner avec la cruauté et les horreurs de la vie sociale. Elles ont pour fonction d'en détourner l'attention et pour but de faire œuvre de diversion sans pourtant y parvenir. Alors, heureusement, le hasard fit que le lendemain de ce jour tragique, qui est en fait le passage du cortège des forçats, là, pour ceux qui se souviennent du roman, il y eut à propos de je ne sais plus quelle solennité officielle, des fêtes dans Paris, revues au Champ de Mars, joutes sur la Seine, théâtre aux Champs-Élysées, feux d'artifice à l'étoile, illumination partout. Jean Valjean, faisant violence à ses habitudes, conduisit Cosette à ses réjouissances, afin de la distraire du souvenir de la veille, et d'effacer sous le riant tumulte de tout Paris la chose abominable qui avait passé devant elle. Alors, ce passage souligne le pouvoir de dissimulation que possède la fête officielle sur une âme pure, comme celle de Cosette, mais aussi sur le désir de joie de tout Paris. Cette célébration n'est pas sans rappeler, me semble-t-il, les fêtes du Second Empire, qui ont le même programme, chérissant particulièrement les revues au Champ de Mars, et qui servent, elles aussi, à dissimuler la chose abominable, c'est-à-dire le coup d'État lui-même. Dans tous les cas, les excès sont loin d'avoir la valeur positive et le pouvoir ludique de l'univers de Gargantua. Au contraire, les festivités et les abus sont là pour vernisser l'oppression et l'escroquerie. Si Tholomyès réussit à convaincre Fantine du bonheur qu'il partage en s'exclamant plusieurs reprises « Quelle fête partout !», la jeune fille réalisera bien vite la tromperie qui se cache derrière cette ultime soirée festive. Même chose pour Azelma et son père Thénardier, qui eux ont bien compris que le carnaval, avec ses masques et ses défilés, était un paravent idéal pour se dérober au regard des autres. Ils vont profiter de la liesse générale pour se fondre dans la foule du Mardi Gras à la fin du roman, et ainsi épier Marius et Cosette nouvellement mariés. Alors, tout laisse croire que la fête se transforme irrémédiablement en mascarade ou en farce. Les mots Mardi Gras et Carnaval, pour leur part, sont emportés dans le même mouvement de sens, à ceci près qu'ils insistent particulièrement sur la spectacularisation de la violence et de la misère. Par ce biais, ils vont montrer que la fête est discriminatoire, puisque seuls quelques privilégiés peuvent jouir de ce temps suspendu sans en subir les conséquences éventuelles. Dans le cas de la fille de Champmathieu qui revient à 7 heures et se couche bien vite, c'est le travail quotidien qui l'empêche de profiter des plaisirs du bal. Il dira « Je me rappelle un Mardi Gras où elle était couchée à 8 heures ». Dans les égouts, l'œil saisit la nature morte, terrible d'un, je cite, un fœtus livide enveloppé dans des paillettes qui ont dansé le Mardi Gras dernier à l'opéra. Alors, ça montre que le carnaval, loin d'avoir un rôle positif, ne rend que plus évidente la condition sociale des femmes et les situations précaires auxquelles elles doivent faire face quand la fête est terminée,
à moins bien sûr que la fille de Champmathieu soit enceinte, ce qui explique pourquoi elle se couche à 8 heures, mais j'en doute. Des parallèles sont parfois établis entre le Mardi Gras, la guerre et la révolte. Alors, je vous lis la citation qu'on retrouve plus vers la fin. Donc, on avait allumé un lampion dans la petite barricade et dans la grande, une de ces torches de cire comme on en rencontre le Mardi Gras en avant des voitures chargées de masques qui vont à la courtille. Alors, le carnaval ne parvient pas à accomplir sa fonction cathartique d'apaisement puisque les reliquats du Mardi Gras sont réinvestis dans des lieux insurrectionnels où culminent à la fin du roman les frustrations de la jeunesse républicaine. L'échec des barricades en soi jette un sombre éclairage sur les possibilités de transformer le monde. Ni le carnaval comme fête collective, ni l'appel aux armes comme rite ou moyen révolutionnaire n'ont réussi à changer la société. Au contraire, se trouvent toujours des personnages rejetés par ces rassemblements et ces ralliements. Dans la plupart des cas, c'est la jeunesse qui en est expulsée. Certains le sont par leur condition sociale, on peut penser à la fille de Champmathieu qui est ouvrière, par leur sexe, on peut penser aux femmes qui vivent seules avec les conséquences de grossesse non désirée, ou par leur allégeance politique. Tous sauf Marius vont mourir sur les barricades. Alors, cela tient au fait que la fête ne peut devenir subversive. Elle est somme toute à un autre degré, comme la révolte, qui ne peut devenir révolution que si elle est en accord avec le moment historique et surtout si elle est en accord avec le peuple, sans quoi les maisons de la ville se referment comme un piège sur les insurgés. C'est ce que Pierre Popovic nous avait déjà montré. Alors, néanmoins, quelques rares exceptions échappent à cette emprise dysphorique, surtout le registre du festif. En témoigne la première occurrence du mot « fête » dans le roman, qui sert à décrire l'effet produit par la présence de M. Myriel auprès de ses paroissiens. Alors, c'était une fête partout où il paraissait. On eût dit que son passage avait quelque chose de réchauffant et de lumineux. Les enfants et les vieillards venaient sur le seuil des portes pour l'évêque comme pour le soleil. Le champ lexical de la lumière ainsi que la comparaison de Myriel avec le soleil en font un personnage rayonnant de bonté, de sainteté. Alors, si la fête acquiert dans ce contexte un aspect vivifiant et positif, c'est en grande partie parce que le personnage de l'évêque va à l'encontre des débordements. Qui plus est, s'il est excessif, c'est ironiquement par une charité sans borne. Plus loin, on nous dit qu'il visitait les pauvres tant qu'il avait de l'argent. Alors, ne serait-ce que par son prénom, Bienvenue, l'évêque de Digne incarne l'ouverture, la tolérance, mais surtout il est rassembleur. Et par ses actes, il crée à sa manière du tissu social, ce que les fêtes civiles, en fait, ne parviennent pas à accomplir dans le texte. Il rallie les enfants comme les vieillards et ne néglige aucun exclu, obtenant même le respect de cravate, si vous vous en souvenez. Le mot « fête » conserve aussi une signification joyeuse dans la description du petit jardin de la maison sur la rue Plumet où Cosette trouve souvent refuge. Alors, en opposition aux efforts d'assainissement et de maintien de l'ordre lors des fêtes publiques, la fête qui serait réussie, foisonnante, victorieuse, refuse pour sa part de se faire civiliser. Là aussi, dans la citation qui est affichée derrière moi, les adjectifs mélioratifs tels « splendide » ne sont empreints d'aucune ironie, d'aucun cynisme. Pourtant, paradoxalement, la description aligne tous les indices de la décrépitude. Il y a de la moisissure, de la pourriture, il y a un manque évident d'entretien. Alors, le texte accumule les indices du décati et accentue le délabrement de la cour pour mieux faire ressortir le sentiment de Cosette. Le jardin, c'est le lieu d'une antithèse qui oppose la désolation et le caractère solaire de la jeune fille. C'est en effet le regard de cette dernière qui fait des giroflées une fête féerique et divine propice aux rêveries et à la contemplation. Alors, dans cette cour sombre comme une cathédrale, où l'on sent la présence de Dieu, c'est l'expérience intime et sacrée de l'amour qui la distingue des grandes fêtes citoyennes et des célébrations outrancières. Dans Les Misérables, la fête joyeuse et la fête sinistre ne sont pas dans une opposition irréductible. Ils sont placés dans un rapport de complémentarité
sciemment et temporairement déséquilibrée, de manière à accentuer le noir pour permettre à la plus mince lumière de resplendir comme une promesse d'avenir. Marx renchérissait sur une formule de Hegel selon laquelle les grands événements historiques se répètent toujours 2 fois, précisant la première fois comme tragédie, la seconde fois comme farce. C'est vers le même constat que tend le roman et c'est ce que la fête romanesque illustre. C'est selon cet axe qu'il faut aussi envisager la fête ratée et outrancière comme une parodie de la fête impériale et de Bonaparte, qui se réclame lui-même avec emphase et discrédit, je vous le rappelle, de Napoléon Ier. Alors, d'un côté, Tholomyès, qui dépense sans compter et manifeste une propension pour la pédanterie, le luxe et l'apparat. De l'autre, les instances au pouvoir maquillent la pauvreté et la misère sociale en ville en liesse. Dans tous les cas, le roman s'évertue à faire poindre des forces inquiétantes qui témoignent d'une gestion troublée du temps et de l'histoire. Les causes d'échec attribuées à la partie de plaisir entre Tholomyès, ses amis et les jeunes femmes, ou au carnaval, sont aussi celles du Second Empire, qui multiplie les célébrations publiques, mais dont l'éclat ne sert finalement qu'à dissimuler des effets de mascarade ou les conséquences d'un régime oppressif. Alors, dans tout le chapitre où Tholomyès courtise, je vais utiliser ça comme terme, courtise Fantine, les figures d'opposition, les contradictions et les dualités sont au cœur de la machinerie sémiotique lorsqu'il est question de la fête. Dans le même esprit, la narration installe une hybridité temporelle, posant aussi bien son regard sur le passé, donc l'Ancien Régime, la Révolution, sur le présent du récit, qui est le Premier Empire, la Seconde Restauration, que sur le présent de l'écriture, qui est le Second Empire. Cette hybridité temporelle s'incarne en plusieurs personnages. Tholomyès personnifie à la fois le retour en arrière conservateur de la Restauration et le cynisme du bonapartisme. Cette conjonction entre passé et présent suggère parfois une vision décliniste de la vie sociale et politique. Mais ce regard croisé permet au roman d'évoquer en filigrane les relations complexes et souvent tortueuses entre les régimes politiques successifs. Le carnaval s'inscrit donc non pas en rupture critique, mais en continuité avec les rituels de la gouvernance en place. Un changement imprévu n'est pas alors un signe de surprise, mais plutôt un signal de méfiance. Ces voitures, ou pour mieux dire ces charretées de masques, sont bien connues des Parisiens. Si elles manquaient à un Mardi Gras ou à une carême, on y entendrait malice et l'on dirait « il y a quelque chose là-dessous, probablement le ministre va changer ». Alors, en résulte également une espèce d'aveu ou de constat, c'est que la fête publique menace à tout instant de devenir un instrument politique. La fête, si elle perd son caractère surprenant, temporaire, spontané, perd aussi nécessairement sa vitalité et son idéal de liberté. Tout au long du 19e siècle, les autorités politiques, tout régime confondu, utilisent le carnaval à des fins idéologiques et politiques et se méfient, bien entendu, du potentiel révolutionnaire qui se dissimule derrière les fêtes. Dans le roman, les choses sont cependant un peu plus complexes. C'est comme si tous étaient responsables de ce carnaval répandu proche d'une farce. En France, il n'y a pas de colère, même publique, que 6 mois n'éteignent. Les émeutes dans l'état où est la société sont tellement la faute de tout le monde qu'elles sont suivies d'un certain besoin de fermer les yeux. Alors, il n'y a pas que Cosette qui n'ait pas de mémoire, c'est ce qu'on lui reproche, c'est ce que lui reproche Nicole Savy, c'est la société entière qui est frappée d'une amnésie volontaire. Si la fête et la révolution se pensent presque toujours conjointement, c'est qu'elles devraient conduire toutes les deux à faire une expérience de la collectivité. Mais dans le roman, c'est plutôt un sentiment de culpabilité commune, de faute qui est partagé par tout le monde. Dans un tel contexte, aucun dépassement, aucune transfiguration ne semble possible. La narration pose, à contrario, un regard optimiste sur l'avenir lorsqu'il est question de la fête nuptiale entre Marius et Cosette. Même si le couple formé par Marius et Cosette échoue à réformer la société cruelle où Tholomyès et Thénardier parviennent quand même à prospérer, l'union de leurs deux familles
est une promesse à plusieurs égards. Elle marque d'abord l'aube d'un dépassement des structures sociales ou politiques de l'Ancien Régime à la suite de 1789. Quelques possibles nouveaux ont fait leur apparition. La noblesse est devenue bourgeoisie et ce changement est incarné par le grand-père de Marius. La trajectoire improbable de Valjean montre aussi qu'il peut devenir possible de changer de conditions sociales si on s'appuie sur le travail, sur l'industrie, et son personnage profile l'utopie d'un certain capitalisme moral. Donc, les conclusions de ma thèse, j'y arrive. Alors, j'ai écrit une partie de cette thèse pendant la pandémie, ce qui, je n'en doute pas, deviendra bientôt un topos pour toute une génération de doctorants. J'ai eu l'occasion de constater à quel point la fête et ses contradictions étaient encore au cœur de notre imaginaire social. Alors que le nombre de morts continuait d'augmenter dans le monde entier, rappelez-vous, on se désolait de ne pas pouvoir fêter l'Halloween, oui, de ne pas pouvoir se rassembler pour Noël. Nous avons même été déçus de ne pas pouvoir célébrer la fête des mères autrement que virtuellement. Les radios ont multiplié les occasions de demander à leurs auditeurs ce qu'ils feraient quand ils pourraient enfin festoyer pour de bon. C'est comme si la société québécoise tout entière était obnubilée par les tensions entourant le sujet des réunions familiales et des rencontres entre amis, lesquelles étaient présentées à la fois comme un cadeau qu'il fallait durement mériter, mais aussi comme la source de graves dangers potentiels. Les chapitres de cette thèse ont montré que se heurter à des paradoxes aussi importants que ceux qui opposent la sécurité à la liberté, c'est pas une chose nouvelle. Au contraire, ces rapports de dualité sont au cœur de l'œuvre hugolienne. Dans Notre-Dame de Paris, pour rappel, les licences autorisées pendant la fête des fous n'ont d'égal que les châtiments infligés le lendemain par un système judiciaire répressif. Dans la représentation du carnaval donnée dans Les Misérables, les mesures de surveillance et d'oppression détonnent avec la félicité et le mariage d'amour de Marius et de Cosette qui se produit le même jour. Dans 93, les citoyens révolutionnaires apprennent à leurs dépens que leur combat pour une société plus juste et plus libre est sans cesse entravé par une tyrannie nouvelle et sans pitié. Alors, quelques jours avant les célébrations nationales du 24 juin 2021, je vous ramène en arrière, notre premier ministre annonçait tout sourire que le Québec pourrait, je le cite, passer des petits parties aux moyens parties. Alors, après un long confinement, la perspective de sortir de l'isolement est accueillie comme l'annonce épiphanique d'une grande fête. Les mois qui suivront vont néanmoins jeter de l'ombre à cette joie collective, me semble-t-il, puisqu'ils vont être marqués par une désolidarisation grandissante entre les gens, mais aussi une polarisation importante de l'opinion publique. Au moment où j'écrivais ma thèse, il y avait des opposants aux mesures sanitaires qui tentaient d'organiser un convoi pour interrompre le Carnaval de Québec, grand événement. Dans les rangs de ce cortège de camions, il y avait plusieurs leaders d'extrême droite qui prenaient des positions et tenaient des discours qui nous ont rappelé que la paix sociale est fragile et qu'elle peut facilement être ébranlée par des idéologies violentes qui détournent le sens du mot « liberté » pour justifier l'injustifiable. Plus le confinement s'étirait, et plus il m'est arrivé de ressentir la désolidarisation systémique décrite dans mes romans à l'étude. Alors, dans Notre-Dame de Paris, tous les personnages vivent une solitude aliénante. Quasimodo est banni de la vie sociale en raison de ses difformités physiques, mais aussi en raison de Frollo qu'il confine dans la cathédrale, alors que ce dernier est lui-même cloîtré dans sa tour parmi ses livres. La Cour des miracles elle-même, qui forme pourtant une communauté à part entière, est définie en grande partie par son exclusion de la société officielle. Tout ce qui y entre est relégué au rang de membre d'une bande de bandits à laquelle personne ne souhaite s'affilier au moment de l'insurrection. Dans Les Misérables, Jean Valjean vit successivement l'emprisonnement au bagne et l'exil en pleine ville. Dans 93, Le Caïman mène une vie solitaire et recluse sous terre, alors que Michel Fléchard erre longuement à la recherche de ses enfants disparus. Alors, ce sentiment d'isolement s'exprime aussi
quand a lieu l'expérience paradoxale que nous avons probablement tous ressentie de la solitude dans une foule festive. Dans Notre-Dame de Paris, c'est la même collectivité qui célèbre la singularité de Quasimodo avant de l'ostraciser et de l'humilier. De son côté, Gringoire n'arrive pas à attirer l'attention de l'auditoire sur son spectacle, hein, tout le monde se fout un peu de sa pièce, alors qu'il avait pourtant contribué à organiser les festivités de cette journée. Dans Les Misérables, Jean Valjean se tient à l'écart, loin des festivités du mariage de sa fille, hein, dans l'espoir que son enfant intègre officiellement la société bourgeoise. Le père se résout à vivre en retrait, à se replier sur lui-même. Dans 93, la folie attribuée aux révolutionnaires est en partie imputable au fait que malgré leur vie en collectivité, les citoyens ressentent une grande lassitude et un immense découragement. Rappelez-vous, la description de la guerre civile dépeint les soldats dans 2 camps, mais comme des hommes exilés de leur propre patrie, fuyant à l'intérieur de leur propre pays. À mesure qu'ils avancent, les romans d'Hugo en arrivent à la conclusion que l'échec des fêtes s'explique par l'absence ou la fragilité de la solidarité sociale. Pour transformer l'émeute des truands ou l'insurrection d'Enjolras en révolution, pour unir la foule, la populace, les brigands, les amis de l'ABC et en faire un peuple, il manque une cohésion populaire profonde. La fête ne peut devenir subversive que si elle a le sens du timing, c'est-à-dire si elle est en accord avec son temps historique, mais surtout avec le peuple. Des personnages comme Jean Valjean et Gauvin montrent tout de même que la voie viable est celle d'un progrès humain, issu d'une envie profonde d'égalité, combinée à un progrès industriel hanté sur le développement technique et la science. Le destin des personnages est influencé d'une part par les lois humaines, d'autre part par des lois qui sont hors de l'homme, puisqu'elles relèvent de la transcendance. Et pourtant, la confrontation de ces 2 justices, l'une sociale, l'autre divine, fait de la société des romans un monde qui est ni radicalement mauvais, ni résolument bon, mais plutôt ambivalent. Même si la fatalité pèse sur les personnages, ils conservent quand même une manière de libre arbitre. Tout ceci atteste qu'il existe bel et bien un dialogue constant entre le destin des uns et le destin des autres, sous l'effet d'une force double. Bien sûr, les hommes suivent le chemin que le destin leur trace, mais la bravoure et la combativité leur permettent de choisir une trajectoire qui leur est propre, malgré une fin qui est inéluctable. Encore bien sûr, faut-il que la volonté divine ne soit pas mal interprétée ou détournée à des fins individuelles. Dans Les Misérables, la même ambivalence fait tantôt pencher la fête du côté de la lumière, de l'amour ou de la moralité religieuse, avec Monsieur Bienvenu, tantôt basculer du côté de la déchéance physique et spirituelle. Pour Fantine, la partie de plaisir n'aura pas l'aura sacrée et intime du mariage de Cosette et de Marius à la fin du roman. Quand bien même Fantine est, je cite le texte, en accord profond avec la divinité, il n'en reste pas moins que la société produit ses propres bourreaux, dont Tholomyès et Thénardier ne sont malheureusement que des exemples. A contrario, des protagonistes comme Monseigneur Myriel contrecarrent l'autonomie du mal puisqu'ils incarnent une religion bienveillante dont les valeurs d'humilité et de pardon sont à 1000 lieues de celles du cardinal de Bourbon dans Notre-Dame de Paris ou de Lantenac dans 93. Il en résulte que les parcours des personnages sont des expériences sociales où s'affrontent plusieurs forces. Devant et malgré cet abîme de déliaison et de violence, il y a quand même quelques personnages qui tentent d'ouvrir une quête de sens, c'est ce que j'ai essayé de vous prouver aujourd'hui, en déplaçant les choses vers des questions sociales et politiques. Alors, l'espoir de rénover le monde et de renverser le pouvoir établi est porté dans le roman par des personnages qui incarnent souvent la jeunesse, dit Jeanne Frollo, Gavroche, Marius, les amis de l'ABC, Éponine, Gauvin, sont tous mus par le désir de s'affranchir et de braver le destin imposé par l'État ou par leurs proches. Nous aurions tort de ne voir donc qu'un constat d'échec, car si ces personnages semblent aussi dangereux aux yeux des autorités et des institutions, c'est surtout en raison de la lumière dont ils sont les uniques porteurs dans des sociétés où les lueurs se font
rares et suspectes. Des transfigurations positives peuvent avoir lieu et elles s'originent pour la plupart dans un large mouvement de pensée qui est celui de l'humanisme critique. J'enseigne, pour ceux qui ne le savent pas, j'enseigne depuis maintenant presque 7 ans le français et la littérature à une population étudiante qui provient largement de l'immigration et j'en aurais donc vraiment long à dire aujourd'hui sur la manière dont les médias et les politiciens instrumentalisent la peur de l'autre et maintiennent des gens vulnérables dans les pauvretés, toutes les pauvretés. Mais comme j'avais envie de terminer cette communication sur un élan de joie, j'ai décidé de commencer par là où j'ai terminé, c'est-à-dire par une grande dose de reconnaissance. Je pense sincèrement que le travail que nous faisons ici au Christ est important parce que ce sont des espaces comme celui où nous nous rencontrons aujourd'hui qui sont des lieux de lumière, où cette pensée critique continue de résister aux violences sociales et institutionnelles qui persistent encore aujourd'hui. Et en ce sens, vous êtes des réserves d'espoir dans un monde où les lueurs se font de plus en plus rares et suspectes.